Après 12 heures d'avion, me voici sur le continent sud-américain, en Bolivie. Il est 6 heures du matin. Je retrouve Maxime sur le toit de notre hôtel avec un magnifique lever de soleil qui nous révèle l'étendue de Santa Cruz. À peine arrivé est déjà notre première aventure. Pendant le petit déjeuner, nous avons fait la connaissance de Paola qui nous invite à se joindre à elle pour aller visiter le parc national Lomas de Arena, où nous pourrons voir des dunes et des lagunes. Pensant être une bonne idée, nous coupons à travers une dune et espérant trouver une lagune juste derrière. Le vent est tellement violent que le sable nous fouette le corps. Arrivé au sommet, pas de lagune en horizon. Impossible de faire demi-tour, le vent est trop fort et face à nous. Heureusement, nous finissons par retomber sur nos pas et à trouver la fameuse lagune. Bon, celle-ci est quasiment vide, faut dire qu'en Bolivie, en ce moment, c'est la saison sèche. Retour à Santa Cruz. En attendant l'arrivée de Sylvain et Estelle qui arrivent ce soir, nous en profitons pour visiter Santa Cruz avec Maxime. Le soleil présent la veille pour nous accueillir en Bolivie a laissé place à la pluie. C'est un déluge toute la nuit et tous les matins. Heureusement, ça n'empêche pas Sylvain et Estelle de nous rejoindre le soir même. Après un petit apéro de retrouvailles et un peu d'organisation, nous partons pour les missions jésuites, à l'est de Santa Cruz. Après une nuit étape à San Javier, nous essayons d'intercepter le premier minibus en direction de Concepción. Arrivé sur place, le dépaysement est total. Nous marchons jusqu'à l'église du village, principal objectif de notre visite dans la région. Cette église atypique en bois a été construite par les jésuites en 1753. À l'époque, l'objectif des frères jésuites était de créer une société où tous les hommes s'aideraient et s'aimeraient quelles que soient leurs différences de nature et d'origine. À l'intérieur, les boiseries et l'architecture n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. De retour à San Javier, nous prenons le temps de visiter l'église. L'intérieur ressemble comme deux gouttes d'eau à l'église de Concepción. Et pour cause, c'est ici à San Javier qu'en 1752 a été faite la première église de style baroque de la région. C'est elle qui va servir de modèle à toutes les autres églises qui vont suivre. Nous laissons les missions jésuites derrière nous et partons pour Buena Vista, à l'ouest de Santa Cruz. Je vais vous faire la visite d'une chambre typique dans laquelle nous prenons l'habitude de dormir. En gros, on a une chambre de 4, voire parfois 2 chambres de 2, plutôt simple, avec parfois une salle de bain privée, et ça nous convient parfaitement. Le lendemain, nous sommes tout excités de partir pour 2 jours d'aventure dans le nord du parc Amboro, où prédomine une influence amazonienne. Nous espérons pouvoir y croiser des singes, des tapirs, voire même pourquoi pas des jaguars. Après une première randonnée ce matin, petite pause détente dans un trou d'eau. L'après-midi, nous nous enfonçons encore plus profondément dans la forêt, suivant notre guide qui nous ouvre la voie avec sa machette. Bienvenue à notre camp de base. Bon, celui-ci est un peu sommaire, pas d'eau, pas d'électricité, mais ça nous suffira largement pour ce soir. Autour de nous, l'immensité de la forêt s'étend à perte de vue. Après le dîner, nous partons en exploration avec notre guide. Pendant plus d'1 heure, nous crapahutons le long de la rivière. L'objectif est de pouvoir voir des animaux nocturnes tels que des tapirs, voire pourquoi pas, des jaguars. Malheureusement, en vain. Comme en journée, les animaux se font discrets. Après une nuit à dormir sur des plaids en guise de matelas,
nous reprenons la marche dans un autre secteur. Les arbres primaires qui composent cette forêt sont majestueux. Plusieurs fois centenaires, ils invitent au calme et à la relaxation. Nous marchons jusqu'à plusieurs cascades, suivant les cours d'eau. La dernière que nous verrons est magnifique. Tentés, Sylvain et Estelle sauteront dans l'eau se rafraîchir. Elle est glaciale, encore plus que la veille. Certes, nous ne verrons pas d'animaux aujourd'hui, mais la nature est tellement relaxante. Après un ultime repas dans notre camp de base, nous retrouvons le 4x4 qui nous avait mené la veille et rentrons à Buena Vista. De retour à Buena Vista, nous prenons un collectivo, une sorte de taxi qui ne part que quand il est complet, pour rentrer jusqu'à Santa Cruz, puis pour arriver jusqu'à Samaipata, un joli village de 3500 habitants perché à 1600 mètres d'altitude à l'ouest de Santa Cruz. À 10 km de là, nous allons visiter El Fuerte. Il s'agit d'un gigantesque bloc de grès de 250 mètres de long par 60 mètres de large, sculpté de motifs géométriques et gravures. Sur la partie supérieure du bloc sont réalisés des sacrifices, tandis que des personnes importantes sont enterrées debout sur le côté du fort. Outre sa partie cérémoniale et sacrée, le fort est aussi un lieu de vie où les personnes importantes peuvent contempler les étoiles depuis les bancs gravés dans la roche, pendant que le peuple vit de l'agriculture. L'après-midi, nous montons jusqu'à un point de vue qui donne sur tout Samaipata. Très sec et très venteux, l'endroit où nous nous trouvons accueillait autrefois des silos à grains utilisés par les Incas. Aujourd'hui, il n'en reste plus que des vestiges. Pour terminer la journée, nous visitons la cave 1750. C'est l'occasion pour nous de déguster pour la première fois des vins boliviens. Il faut le dire, c'est quand même une bonne surprise. On découvre de nouveaux cépages. Comme la majorité des villes en Bolivie, Samaipata offre en son centre une jolie place arborée. La météo clémente toute l'année et la cohabitation de 35 nationalités différentes dans un même village rendent l'atmosphère de Samaipata très agréable à vivre. Dans chaque ville où nous allons, nous adorons découvrir leur marché central. C'est ici que l'on arrive à trouver de la nourriture traditionnelle, locale et pas chère, à manger sur place ou à emporter. Outre les stands de restauration, c'est aussi ici qu'on peut trouver tout type d'accessoires, de boucherie, des épiceries et des fruits et légumes. Samaipata est localisé au sud du parc Amboro, que nous avons déjà visité par le nord. C'est l'occasion pour nous de découvrir cette végétation qui s'annonce complètement différente et qui va nous être présentée par Santiago, notre guide pour la journée. Ici, nous sommes principalement entourés de fougères. Plus on s'aventure au cœur de la forêt et plus celles-ci deviennent gigantesques. Certaines mesurent jusqu'à 12 mètres de haut et ont plus de 1200 ans. Il y en a deux espèces, les Jurassiques et les Dicksonia. Leurs ancêtres étaient les premières plantes sur Terre. Sortis de la forêt, nous obtenons une vue magnifique sur le parc Amboro. Nous quittons Samaipata le lendemain en fin d'après-midi, bien installés derrière le pare-brise panoramique de notre bus. La vue est fantastique. Le soir, le coucher de soleil nous offre un moment magique. Le trajet est long. 9 heures de route nous séparent de notre prochaine destination. Bienvenue à Sucre, à 2900 mètres d'altitude. Ancienne capitale de la Bolivie, avec ses bâtiments blancs ornés de jolies sculptures, elle présente beaucoup plus de charme, d'histoire et de culture que Santa Cruz, l'actuelle capitale économique. Ce soir, c'est aussi l'occasion pour nous de sortir et de tester pour la première fois la vie nocturne bolivienne. T'as récupéré ton sac ?
Ça y est. Allons-y! Retour aux choses sérieuses. Nous partons pour 2 jours de trek, direction le cratère de Maragua où nous dormirons ce soir. Les formations rocheuses du cratère de Maragua se dessinent devant nous au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin, autrefois utilisé par les Incas pour relier le Brésil au Pérou. Le paysage est aride. Les formations rocheuses, aux teintes vertes, orangées et violettes, offrent un spectacle inhabituel. Nous arrivons au hameau en fin d'après-midi. À l'entrée, nous rencontrons une petite dame en train de tisser à la main. Notre gîte de ce soir est super mignon. La décoration à l'intérieur est simple et colorée. Les murs en paille terre et en pierre lui donnent un charme magnifique. Franchement, on l'adore. Après avoir déposé nos affaires, on ressort avant que le soleil se couche. Dans le coin, il y a 2 points de vue à voir absolument. Le premier, une cascade de plus de 40 mètres de haut. Pour atteindre le second, il faut grimper un peu. De là-haut, on peut apercevoir l'intégralité du cratère de Maragua. Celui-ci aurait été formé par une météorite il y a des millions d'années. La déformation des roches est impressionnante. Ce matin, je dois abandonner le groupe et rentrer à Sucré. Ma douleur au genou me fait trop mal, impossible de continuer. Pendant ce temps, Sylvain, Estelle et Maxime continuent leur trek. Après s'être retrouvés à Sucré, nous prenons le bus en direction de Potosí et ses mines du Cerro Rico où travaillent encore aujourd'hui près de 35 000 Boliviens. Avec Willy, un ancien mineur, nous avons décidé d'en apprendre davantage sur les conditions difficiles dans lesquelles il travaille. L'entrée est couverte de sang de lama. Selon les croyances, cela permet de protéger les mineurs qui travaillent à l'intérieur. Nous remontons les rails de la galerie principale. Plus on s'enfonce dans la mine et plus il fait noir. Les lampes frontales sont désormais indispensables. Régulièrement, nous nous écartons pour laisser passer les mineurs qui enchaînent les allers-retours avec leurs chariots vides dans un sens et remplis de plus de 1 tonne de minerais dans l'autre. Nous nous aventurons au cœur des différents tunnels creusés dans la roche. C'est une véritable fourmilière. Par endroits, nous pouvons observer les minerais tant recherchés. Willy nous explique les différents métiers dans la mine. Parmi l'un des plus durs, celui des détonateurs. Ils doivent percer des trous d'1,50 m pour y enfoncer des dynamites, afin d'y faire exploser la roche et que d'autres mineurs puissent récupérer les minerais. La détonation vient rompre le silence et faire vibrer la mine sur des centaines de mètres aux alentours. Dans la culture quechua, le diable a une autorité sur tout ce qui est sous terre. Willy nous amène dans une pièce où les mineurs réalisent des offrandes afin qu'ils puissent les protéger. Cette découverte s'achève et c'est le cœur lourd que nous rejoignons le monde extérieur, rempli d'émotions face à la difficulté de ce métier qui existe encore aujourd'hui.
C'est l'heure maintenant de visiter Potosí et de découvrir sa culture locale. Avec ses 175 000 habitants, Potosí est la ville de plus de 100 000 habitants la plus haute du monde, perchée à 4090 mètres d'altitude. Il y fait super froid, surtout la nuit et le matin. Aujourd'hui est un jour spécial à Potosí. Alors que nous pensions quitter la ville, nous apprenons que c'est la Saint-Bartholomé. Jour de fête. Un grand défilé est organisé sur plusieurs kilomètres tout au long de la ville. Toutes les associations du coin sont présentes avec leurs costumes, leurs danses, leurs chants. L'ambiance est festive et au rendez-vous. Alors que nous ne pensions y passer que quelques heures avant de prendre notre bus, nous y sommes finalement restés toute la journée. C'est pas grave, nous prendrons le bus demain matin. Allez, nous sommes bien installés dans notre bus. C'est parti pour 5 heures de trajet jusqu'à Tupiza, au sud du pays. Bon, le bus vient de tomber en panne. C'est pas grave, on va se faire une petite pétanque improvisée avec des cailloux. Finalement, le bus ne sera jamais reparti. C'est en stop que nous finirons le trajet jusqu'à Tupiza. Petite ville de 27 000 habitants, encerclée par les montagnes rouges, il règne une atmosphère particulière à Tupiza. Allez Mino, fais monter la gueule. Ce soir, on en profite d'avoir accès à une cuisine pour cuisiner des légumes. Il faut dire que la cuisine bolivienne est très bonne, mais avec un petit peu trop de féculents à notre goût. Elle manque un peu trop de légumes. Ambiance Far West aujourd'hui. Nous allons visiter les environs à dos de cheval. La végétation jusqu'à la porte d'El Diablo est très aride. C'est la première fois qu'on voit des cactus en Bolivie. Face à nous, l'impressionnant canyon del Inca et sa couleur rouge-orangé. Nous nous y aventurons à pied, l'intérieur est trop étroit pour y aller à cheval. Nous laissons les chevaux derrière nous à Tupiza et montons avec Oshin, notre guide pour cette prochaine expédition. C'est parti pour 6 jours d'aventure dans une des zones les plus difficiles et isolées de Bolivie, à plus de 4000 mètres d'altitude. Depuis notre départ de Tupiza, la végétation a bien changé. On ne voit maintenant que des petites touffes d'herbes jaunes et sèches appelées pajas. Elles servent de nourriture aux nombreux groupes de lamas que l'on croise sur la route. Nous croisons de temps en temps de petits villages. On en profite pour s'y arrêter y déjeuner. La région du sud libès regroupe de nombreux sites insolites, comme ici la Ciudad del Encanto, une formation rocheuse formée par l'érosion de l'eau autour de laquelle nous partons nous aventurer. Autrefois, ce site abritait de nombreux pumas. Ils en profitaient pour se cacher dans les nombreux recoins de ces grottes. Aujourd'hui, il n'en reste quasiment plus. Enfin, nous avons réussi à découvrir une espèce rare. Quelle chance nous avons. La région est très sauvage, et malgré sa notoriété touristique, on n'y croise pas grand monde, autre que des lamas. Nous voilà arrivés au village de San Antonio del Nuevo Mundo. Nous ne dormirons pas ici ce soir, celui-ci a été abandonné après la fin de l'exploitation des mines environnantes. Aujourd'hui, les seuls habitants qui restent sont des biscachas, une espèce de chinchilla aussi gros que des lapins.
Les températures à cette altitude sont très froides. La nuit, on descend largement en dessous des 0 degrés. La journée, le vent est tellement fort qu'il en est glacial. Au fur et à mesure que le soleil se couche, de nouvelles lumières viennent dessiner le paysage. C'est de nuit que nous atteindrons le village de Ketenachikos, où nous dormirons ce soir. Après une nuit très fraîche, nous nous levons tôt. Il est 6h30, nous partons pour l'ascension du volcan Uturuncu. Afin d'anticiper les difficultés de l'ascension à très haute altitude, Oshin nous fournit un petit peu de médecine naturelle. Un peu de coca. On enlève la queue. Mais c'est pas du pétillant. Pas du coca pétillant. Ouais, hop, dans la bouche le coca. Quel goût ça a? Un peu comme le thé, Mhm. mais on est différent. Ça, qu'est-ce que c'est? De la coque? Non, ça c'est du sucre. Du sucre de maragouya. Saveur fruit de la passion. Allez hop, on mixe tout ça et on a pas mal à la tête. C'est parti pour l'ascension. Il fait moins 2 degrés, le vent est présent, il souffle super fort et il est glacial. Nous avançons petit pas par petit pas et devons faire des pauses régulièrement. Nous sommes à plus de 5000 mètres d'altitude et nos corps ressentent le manque d'oxygène. Le moindre effort nous essouffle. Le vent souffle désormais encore plus fort et en continu. Il est difficile pour nous de rester debout. Les derniers mètres sont super difficiles. Allez, encore un petit effort. Ça y est, nous y sommes. 6008 mètres d'altitude. Le sommet du volcan Uturuncu. On l'a fait, putain. La vue du sommet est magnifique. Malheureusement, avec la puissance du vent qui souffle en continu, impossible de pouvoir bien profiter du paysage. Nous ne nous attardons pas et redescendons. Les trajets en voiture occupent une bonne partie de nos journées, mais heureusement, Oshin sait comment nous mettre dans l'ambiance. Nous retournons manger à l'hôtel où nous avons dormi la veille et récupérer nos affaires. Notre énergie retrouvée, nous reprenons la route. Nous avons encore plein de choses à faire et à voir dans cette région du sud Lipèze. Cet après-midi, nous nous arrêtons près de plusieurs lacs. Au loin, nous voyons encore le volcan Uturuncu que nous avons grimpé ce matin. Au bord du lac, de nombreux flamants roses s'abreuvent et se nourrissent. Nous les observons aux jumelles. Alors que nous nous arrêtons au lac suivant, nous rencontrons notre premier problème technique. La roue avant droite se dégonfle. On ne sait pas encore si celle-ci est crevée, on verra plus tard si ça recommence. Nous arrivons en fin d'après-midi à la Laguna Charvari. Juste à côté de là se trouve une source d'eau naturellement chaude à 40 degrés. Ce soir, après le dîner, lorsque la nuit sera tombée et que le vent se sera calmé, nous en profiterons pour nous y baigner. Le lieu est très touristique, nous serons loin d'être les seuls à barboter dans l'eau. 3e jour d'expédition. Nous commençons la journée avec le désert Salvador Dali. Il a été renommé ainsi par les touristes à cause des crêtes montagneuses arides que l'on voit en arrière-plan et des vastes étendues de caillotis au ton ocre clair parsemés de rochers isolés qui font curieusement penser au paysage qu'il a fait figurer en arrière-plan d'un grand nombre de ses compositions. Nous poursuivons notre route. Bientôt, nous arrivons au point le plus au sud de la Bolivie. Les montagnes en face de nous, derrière le Laguna Blanca, font office de frontière avec le Chili. Juste à côté de là, la Laguna Verde est entourée de 3 volcans, le volcan Jurique, Licancabur et Cercabur. Tous 3 séparent eux aussi la Bolivie du Chili. Désormais, le sud est derrière nous. Nous quittons les lagunes et les volcans qui l'entourent et qui culminent à plus de 6000 mètres d'altitude en direction du nord. Petite surprise en cours de route, nous tombons nez à nez avec un renard de Magellan, aussi appelé renard des Andes. Celui-ci n'a vraiment pas l'air farouche.
nous atteignons bientôt une zone désertique qui s'étend sur environ 10 km avec une activité géothermique très importante. Un véritable champ de geysers, fumerolles et mares de boue qui ressemble aux premiers âges de la Terre lors de sa formation, d'où le nom du site, Sol des Mañanas. Nous traversons encore et toujours plus de désert. Au-dessus de 4500 mètres d'altitude, rien ne pousse. Aucune végétation, pas d'animaux. C'est vraiment impressionnant. Comme chaque midi, on s'arrête dans des espèces d'auberges pour manger, à l'abri du vent, pour reprendre des forces avant les étapes de l'après-midi. Bienvenue à la Laguna Colorada. Elle est immense, magnifique, une des plus belles lagunes qu'on a vues dans le sud Lipèze. Du rouge, du blanc, du jaune, du noir, waouh, que de couleurs. En plus, des centaines de flamants roses y séjournent, nous passons un bon moment à les admirer. Un peu plus tard, nous nous arrêtons près d'un amoncellement rocheux de lave en plein milieu du désert. Parmi eux, un a notamment la forme d'un arbre. Chez moi, le vent se balance et les toits glacent sous le ciel. Les eaux des toits sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras de sel. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. En ce début de 4e jour d'expédition dans le sud Lipèze, nous prenons la route en direction de plusieurs formations rocheuses de lave aux formes extravagantes. Pour certaines, il faut un peu d'imagination, comme pour la Coupe du Monde, la première forme que nous verrons aujourd'hui. La seconde, un dromadaire, est un peu plus simple à imaginer. La suivante ressemblerait à une cité italienne, avec son rond-point, ses avenues, ses ruelles et même son amphithéâtre. Pour l'admirer, nous escaladons en haut d'un rocher. Bon, on va pas se le cacher, celle-ci, du ciel comme de terre, c'est pas la plus facile à imaginer. Allez, en route pour le spot suivant. Et ce coup-ci, c'est moi qui conduis. Oshin est vraiment cool sur ce coup-là. Chacun notre tour, il nous laisse conduire son 4x4 lorsque l'environnement le permet. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Allez, on se dégourdit un peu les pattes. On marche le long d'un cours d'eau jusqu'à la Laguna Negra. En chemin, on aperçoit quelques rochers aux formes atypiques. Des têtes d'aigle, des têtes d'ours, de tortues. Il faut de l'imagination là encore, mais franchement, il y a de l'idée. Du haut d'une roche, nous avons un superbe point de vue sur cette lagune de couleur noire, bordée de roches et de végétation. Dans l'eau, de nombreux canards et oies andines barbotent tranquillement, tandis que dans les prairies, c'est un troupeau de lamas qui paître tranquillement lui aussi. Un peu plus loin, nous observons des biscachas, ces lapins andins à la queue qui s'enroulent sur elles-mêmes et que nous avions déjà vus dans le village abandonné de San Antonio del Nuevo Mundo. Ici, ils se prélassent tranquillement au soleil pour se réchauffer. La variété des paysages du sud Lipèze nous émerveille toujours autant alors que nous marchons jusqu'à un immense canyon. Nous ne descendrons pas au fond du canyon pour l'explorer. En revanche, Oshin nous expliquera comment utiliser les plantes médicinales afin de se soigner. Né à plus de 4000 mètres d'altitude dans cette région très hostile, les plantes constituent une pharmacie à ciel ouvert pour lui. Yama, comment t'es Yama?
Nous continuons de monter vers le nord. Derrière nous, le canyon de l'Anaconda. Nous traversons désormais un désert juste avant d'arriver à la ville de Juliaca, au sud du Salar d'Uyuni. C'est Estelle qui nous conduit alors qu'on s'apprête à traverser une espèce de tempête. Nous arrivons indemnes à notre hébergement de ce soir. Un hôtel fait à 99% de sel. Celui-ci provient du Salar d'Uyuni, sur lequel nous allons dès ce soir pour admirer le coucher de soleil. Ce matin, à 5 h, le réveil pique un peu. Nous avons de la route jusqu'à l'île Incahuasi, au centre du Salar d'Uyuni, d'où nous voulons admirer le lever de soleil. Nous y arriverons finalement juste à temps. À peine le temps de se poser au sommet de l'île, que le soleil pointe le bout de son nez. Le moment est magique. On a l'impression d'être au milieu de la mer, sauf que le bleu de l'eau a laissé place au blanc du ciel. L'île est vraiment belle, pleine de cactus majestueux. Certains ont plus de 1200 ans. En redescendant, nous prenons le petit déjeuner avant de reprendre la voiture en direction d'une aventure bien plus intense. Aujourd'hui, nous allons grimper le volcan Uturuncu. La rando commence à 3970 mètres d'altitude. Nous marchons jusqu'à un premier lieu appelé la Cueva de las Momias, la cave aux momies. Bon, disons qu'on ne s'attendait pas à tomber sur 7 momies mortes il y a plus de 800 ans pour démarrer notre randonnée. Nous marchons avec l'immensité du Salar d'Uyuni derrière nous. Pour l'instant, nous ne voyons pas encore le sommet de notre objectif. Nous marchons au travers d'herbes jaunes et sèches et d'autres buissons et fleurs. La végétation est plus importante que celle que nous avons connue ces derniers jours. Alors que nous remontons le sentier, des lamas nous font une espèce d'aide d'honneur. C'est la première fois qu'on en voit de si près. Alors que nous nous rapprochons de plus en plus du volcan, le sentier sur lequel nous marchions s'est désormais transformé en pierrier. Les pas sont de plus en plus petits, les pauses de plus en plus fréquentes. La respiration est difficile à cette altitude. Comme dirait Maxime, rien qu'à boire de l'eau tu t'essouffles. C'est dur, il nous faut redoubler d'efforts et de courage alors que nous atteignons la dernière ligne droite le long de la crête. We did it. C'était difficile mais on peut être fiers de nous. Une fois de plus, on l'a fait. Bon, c'est pas un 6000, on est qu'à 5432 mètres, mais putain, c'est déjà beau. En plus, la vue est superbe de là-haut. Le vent n'est pas si fort, du coup ce coup-ci, on peut rester en profiter un peu. Vive la province! Ouais, vive la France libre! Vive les sardines! Vive les raquettes! Pour redescendre, nous adoptons une technique un peu plus rapide qu'à l'aller. Une course effrénée à travers les pierriers. En moins de 20 minutes, nous voilà en bas de cette portion que nous avions mis plus de 2 heures à monter. Ces 7 heures de randonnée nous auront exténués. Ce soir, on va bien dormir. 6e et dernière journée d'expédition avec Oshin aujourd'hui. À nouveau, nous nous levons tôt pour aller voir le lever de soleil sur le Salar d'Uyuni. L'effet miroir provoqué par une fine couche d'eau sur le Salar rend le spectacle incroyable. Sur le Salar, la surface est tellement plate et il n'y a tellement rien aux alentours qu'on peut s'amuser à faire des photos en jouant sur la perspective. On s'amuse beaucoup et le résultat est franchement marrant.
Alors que nous vivons nos derniers instants sur le Salar de Uyuni, passage obligé par le monument du Dakar, symbole de sa présence ici jusqu'à il y a encore quelques années. Ce midi, c'est notre ultime repas avec Oshin, alors on sort le pastis. Notre séjour avec lui n'est pas totalement terminé. Cet après-midi, nous avons encore une dernière chose à voir, le cimetière des trains. Juste à côté de Uyuni, une vingtaine de locomotives à vapeur et des wagons sont immobilisés depuis 1930. À l'époque, ils permettaient le transport des minerais de la mine à proximité jusqu'au Chili. Depuis la mise en concurrence avec les transports par camion, plus rapides, et la réduction de l'activité de la mine, les trains ont été mis de côté. La plupart de ces cadavres de métal se sont vus amputés de morceaux d'acier, les locaux étant venus se servir dans cette mine d'acier à ciel ouvert. Ça y est, notre expédition dans le sud de l'Ipèze est terminée. Il est temps de dire au revoir à Oshin. Après de chaleureux remerciements, nous prenons un bus en direction d'Oruro puis de Cochabamba où nous passons la nuit avant notre prochaine destination, Toro Toro. Nous sommes redescendus à 2700 mètres d'altitude. Le paysage est de suite moins hostile et la météo beaucoup plus clémente. Il fait une vingtaine de degrés et il n'y a enfin plus de vent. Dans le coin, nous avons plein de choses à voir. La région est notamment connue pour ses traces préhistoriques clairsemées un peu partout, comme ici, à la Siete Vueltas, où une rando de 2 heures nous amène voir de nombreux fossiles de coquillages et d'algues marines. Ce sont les premiers êtres vivants que notre planète ait connus. Nous poursuivons la randonnée et crapahutons jusqu'à un sommet. De là-haut, nous pouvons observer Toro Toro en contrebas et les déformations des plaques tectoniques dans le secteur. Elles sont impressionnantes. À quelques kilomètres de là, l'après-midi, nous descendons randonner dans le canyon El Bergel. D'en bas, les 250 mètres de falaise qui nous entourent sont impressionnants. Un petit cours d'eau ruisselle tranquillement. On est en saison sèche, il est loin d'être bien rempli. Nous marchons jusqu'à une jolie cascade qui donne vie à une luxuriante végétation. De là, nous remontons en haut du canyon pour aller l'admirer depuis un point de vue en hauteur. Oh putain de merde. Plus de 300 mètres de vide se trouvent sous nos pieds. À la saison des pluies, c'est une rivière qui vient remplacer le sentier sur lequel nous marchons aujourd'hui. On imagine facilement les cascades qui doivent se former ici. Ça, Jack, c'est un vélociraptor. Bienvenue il y a 180 millions d'années. Des empreintes de Diplodocus, vélociraptor et autres dinosaures sont impressionnamment bien conservées ici à Toro Toro. Ce sont de véritables scènes de vie formées à jamais dans la roche qui se déroulent sous nos yeux. Ce soir, c'est changement d'ambiance avec une bonne raclette, une bouteille de rouge dans un café tenu par un Suisse hyper chaleureux sur fond de charango joué par un Bolivien. Deuxième journée dans les environs de Toro Toro aujourd'hui. Nous avons fait un peu de route ce matin, 22 km en 4x4 et sommes de nouveau à plus de 4000 mètres d'altitude. Même si la végétation est toujours bien fournie, on sent qu'on a pris de l'altitude. Il fait plus froid et on a plus de mal à respirer. La randonnée de ce matin s'appelle la Ciudad de Itas. Durant celle-ci, nous allons rencontrer plusieurs grottes naturelles plus ou moins grandes. Les entrées de ces grottes se trouvent depuis un canyon dans lequel on se balade. Depuis celui-ci, on obtient des vues magnifiques sur le paysage qui nous entoure. La plus grosse cave que l'on rencontrera ce matin s'appelle la cathédrale. C'est pour vous dire la taille de celle-ci. Figaro ha, Figaro hey, Figaro ho, Figaro ha, Figaro, 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 Figaro. Pour l'anecdote, des gens se sont réellement mariés ici. Ils ont fait venir un curé et tous leurs invités. Pour le retour de cette balade, nous passerons par le dessus du canyon. Un peu d'escalade pour nous échauffer pour l'activité de cet après-midi. La grotte de Humajalanta. Après avoir repris le 4x4 en direction de ce second spot, nous nous sommes équipés d'un casque et d'une frontale. C'est parti pour un peu de spéléologie. Plus on s'enfonce et plus il fait noir. Les frontales ne sont pas une option, les casques non plus. On se faufile à travers d'étroites crevasses, rampes sous d'autres. Des cordes sont parsemées de part et d'autre pour nous aider à monter et à descendre. Depuis ce matin, nous partageons la journée avec Paul et Marie, un couple de Français super sympa que l'on a rencontré hier à Toro Toro.
Le lieu est superbe, les formations calcaires sont juste magnifiques. L'une d'elles a même servi d'illustration au billet de 10 bolivianos, la monnaie locale. C'est un véritable parcours du combattant tandis que nous progressons dans la grotte. Sur certains passages, mieux vaut ne pas être claustrophobe ou avoir trop mangé juste avant. Ça passe? Chaque recoin de cette grotte ont été formés par l'eau. Une rivière y passait et y passe encore aujourd'hui. Nous ne tarderons pas à tomber dessus. Elle est chaude ou pas? Marie, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu t'en vas toute seule comme ça? Une fois la lumière du jour retrouvée, nous rentrons tous les 6 sur Toro Toro. On peut le dire, cette petite ville de 11 000 habitants a mis le paquet sur le tourisme et sur la décoration préhistorique. En même temps, ce sont des dizaines de milliers d'empreintes de dinosaures que l'on peut voir dans les environs. Pour notre part, nous passerons notre fin d'après-midi et finalement même un bon bout de notre soirée au café Crétacico où nous avions été la veille et où l'ambiance y est toujours ultra conviviale. Un toro. Un otro toro. Es toro, toro. Troisième journée sur Toro Toro. Aujourd'hui, c'est repos. Enfin, avec Sylvain, on ne peut s'empêcher de quand même aller faire une activité. Alors on s'en va au Cementerio de Tortugas. Il s'agit d'un lieu où ont été découverts de nombreux fossiles de tortues et crocodiles. À l'époque, une rivière ou un cours d'eau devait être présent ici, ce qui explique leur présence. Après avoir quitté Toro Toro et passé 2 jours à Cochabamba, une ville de plus de 650 000 habitants, nous prenons un avion pour Rurrenabaque, aux portes de l'Amazonie bolivienne. La piste est littéralement au milieu de la forêt. Bonjour la caméra, on est à l'aéroport. Enfin l'aéroport. Ce qu'il en reste quoi. Voilà, le rayon X en fait c'est des gens qui fouillent à la main. C'est vrai qu'en 30 minutes de vol, on gagne 30 degrés. C'est rentable. Heureusement qu'on n'a pas fait 1 heure. Tu imagines un peu 60 degrés. Hop. L'enfer. Nous posons nos affaires pour quelques jours à l'hostel Ghislaine. L'hôte est ultra convivial. Dès le début, on se sent ici comme de la famille. Ambiance tropicale avec des hamacs, une grande terrasse couverte qui donne directement sur le Rio Beni. Il fait super chaud et humide ici. Alors après avoir visité Rurrenabaque en début d'après-midi, on fonce à une piscine recommandée par Ghislaine dans les hauteurs de Rurrenabaque. Le lendemain, séparation du groupe en 2. Sylvain et Maxime partent à l'aventure en moto dans les contrées avoisinant Rurrenabaque. Pendant ce temps-là avec Estelle, nous randonnons sur les hauteurs environnantes. En fin d'après-midi, grâce à une connaissance sur place, nous arrivons à louer un tuk-tuk pour 1 heure. Expérience insolite qui nous aura beaucoup amusé Estelle et moi et qui aura surpris quelques locaux. Maintenant, place aux choses sérieuses. C'est l'heure de l'expédition dans la Selva, la forêt amazonienne. Après une vingtaine de minutes de barque, nous nous arrêtons sur une plage et marchons jusqu'à une communauté. En chemin, Yomar, notre guide, nous donne des informations sur la flore locale. Sur place, nous réalisons l'expérience de faire notre propre sirop de canne à sucre. Nous remontons en barque pour un peu plus d'1 heure et demie de trajet jusqu'à notre campement. Durant celui-ci, il va falloir mettre la main à la pâte, ou plutôt les pieds dans l'eau. Sur certains passages, la profondeur est trop basse et nous devons aider à pousser le bateau. Arrivé à notre campement, à côté du Rio Tuichi, en plein milieu de la forêt, plusieurs cabanes sont réparties sur un grand espace. Le lieu est superbe. Il est même presque un poil trop luxueux par rapport à ce qu'on s'attendait d'une expédition en Amazonie. Après une pause déjeuner et un peu de repos, nous partons à la découverte des lieux environnants. Une petite randonnée instructive durant laquelle Yomar nous explique plein d'informations sur les communautés, les plantes et les animaux du coin. C'est hyper intéressant. On sent qu'il sait de quoi il parle.
Tellement intéressant que nous ne verrons pas le temps passer et ne rentrerons au camp qu'à la nuit tombée. Deuxième journée d'expédition. Après un copieux petit déjeuner, nous prenons quelques affaires et partons à l'aventure. Nous marchons à travers une dense forêt primaire. C'est relaxant, tellement agréable. Nous arrivons au refuge où nous dormirons ce soir, juste à temps pour se protéger de la pluie. Celui-ci est beaucoup plus sommaire que celui de la veille. En guise de dortoir, un plancher surélevé, protégé par des bâches en plastique. C'est plus le genre d'habitation que l'on s'attendait à avoir au milieu de la forêt amazonienne. L'après-midi, nous retournons randonner sous la pluie. Nouvelle collection 2022-2023. Petit panturo. N'ayant pas pensé à prendre leurs affaires de pluie à cause de la belle météo de la veille, Yomar a dû leur concocter des ponchos à base de rideaux de douche. Ça fait le taf et ça nous permet de sortir et de tomber sur nos premiers animaux, les singes capucins. Nous les observons de loin. La végétation évolue tandis que nous continuons d'avancer dans la forêt. Nous arrivons bientôt à un magnifique point de vue. Nous nous trouvons au-dessus d'une falaise dans laquelle de nombreux haras ont creusé leur nid. De là-haut, nous pouvons en observer une dizaine. Ils sont magnifiques. Le lendemain matin, je me lève tôt pour observer le lever de soleil depuis un promontoire à côté du camp. Estelle, puis Sylvain ne tardent pas à me rejoindre pour profiter du calme du lieu. Nous avons à nouveau la chance de pouvoir observer de nombreux haras. Après le petit déjeuner, nous reprenons la marche. En chemin, on rencontre à nouveau des singes capucins. Nous montons désormais à un promontoire pour observer la falaise aux haras sur laquelle nous étions hier après-midi. Nous rejoignons le Rio Twitchy. C'est par celui-ci, en fabriquant notre propre radeau avec un autre groupe de 2 personnes, que nous allons rejoindre le premier campement que nous avions. Vous n'êtes pas dans le bon sens. Nous allons sauver ces indigènes de fortune sur leur radeau de fortune. Allez, on est repadelle. Après avoir réussi l'exploit de retourner notre radeau en chahutant, nous arrivons sains et saufs au campement où nous passerons une après-midi relativement tranquille à faire des bijoux en usinant des fruits à coque. Nous aurons également le droit à une démonstration de comment escalader un arbre pour aller chercher des fruits en hauteur. Ça peut l'air dur comme ça. À la nuit tombée, comme la veille, nous partons en expédition pour voir des animaux nocturnes tels que des tapirs ou des jaguars. Malheureusement, à part des empreintes, nous ne verrons rien. Notre expédition dans la forêt amazonienne touche déjà à sa fin. Le soleil vient à peine de se lever que nous prenons le bateau pour rentrer à Rurrenabaque. Là-bas, nous chargerons nos affaires dans une voiture en direction de la seconde partie de l'expédition, la Pampa. Changement de guide, changement de décor et changement d'ambiance. Alors que nous sommes sur une barque pour aller jusqu'à notre nouveau campement, nous rencontrons déjà beaucoup d'animaux le long de la rive. Arrivé sur place, le campement est encore plus luxueux que celui que nous avions quand nous étions dans la Salva. Le cadre est très agréable. Les chambres sont des petits îlots répartis un peu partout sur le terrain.
Même dans le campement, les singes capucins ne tardent pas à se montrer. Au programme de cet après-midi, balade en barque sur le cours d'eau façon safari à la recherche des animaux avoisinants. Rapidement, nous tombons sur une espèce que nous ne connaissions pas, des capybaras, un rongeur semi-aquatique qui pèse 50 kg à l'âge adulte. En plus de ces mammifères, les oiseaux sont eux aussi très présents et le font savoir. À moitié cachés dans l'eau ou dans le rivage, nous finissons par débusquer nos premiers caïmans. Et en fin d'après-midi, coup de chance, nous tombons même sur des dauphins roses. Bien que plutôt timides, nous arriverons quand même à les observer un certain nombre de fois sortir leurs nageoires hors de l'eau. Nous rentrerons au campement en même temps que la tombée du jour et repartirons le matin avant la levée de celui-ci. Après une dizaine de minutes de bateau et un peu de marche, nous arrivons sur un super joli spot, au bord d'une grande étendue, pour pouvoir voir le lever de soleil. Outre la centaine de moustiques qui nous tournent autour, le moment est vraiment agréable. De retour au campement, alors que nous buvons tranquillement notre café au bord de la rivière, nous faisons la rencontre de Tito, un énorme caïman de plusieurs mètres qui a la particularité de répondre à l'appel de son prénom. Nous sommes impressionnés. Après un nouveau tour de barque, nous arrivons dans une zone marécageuse pour une aventure un peu spéciale. Munis de bâtons et de nos bottes en caoutchouc, nous avançons à tâtons à la recherche d'anacondas. La zone à couvrir est grande, vraiment grande. Nous avançons chacun de notre côté sur nos propres pistes. Soudain, c'est l'excitation. L'un des groupes en a trouvé un. C'est un petit, un peu plus d'1 mètre, mais quand même. Après l'avoir un peu observé, nous le laissons tranquille et repartons. Nous n'en verrons pas d'autres. Maxime, quant à lui, aura la chance, ou pas, de tomber nez à nez avec une maman caïman. Après un déjeuner au campement, nous reprenons la barque dans la direction opposée à celle qu'on a l'habitude de prendre. Ce coup-ci, nous tombons sur les singes capucins vraiment pas farouches. Ils sont à 2 doigts de grimper dans la barque. L'activité de cet après-midi, la pêche au piranha. Munis d'un hameçon, d'un fil de pêche et de quelques morceaux de viande rouge, nous réitérons les lancers avec grande patience. Eh ben c'est pas évident la pêche au piranha. Hein. Mais soudain, J'ai eu un poisson! Il est là! J'ai eu ça, moi! Oh, grosse prise. notre première prise. Bon, celle-ci est un peu petite, nous la relâcherons, mais par la suite, Sylvain, Maxime et surtout Estelle arriveront à choper plusieurs poissons, dont des piranhas, que le cuisinier nous préparera le soir même pour le dîner. De nuit, nous ressortons observer les caïmans. À la lumière de nos frontales, leurs yeux brillent et nous les repérons de loin. Nous tombons sur des tout petits, des bébés, invisibles la journée, tellement ils sont bien camouflés. Nous tombons également sur d'autres, beaucoup plus gros. Le lendemain, c'est le déluge. Malgré tout, nous partons quand même en balade, équipés de nos ponchos et de nos bottes. Le terrain est glissant, il faut faire attention. Nous nous aventurons à travers les bois, puis de grandes plaines, accompagnés de milliers de moustiques. Impossible de s'arrêter sans se faire dévorer. Ils en rendent la randonnée désagréable. Nous sommes contents de rentrer à notre campement. En chemin, surprise, nous tombons à nouveau sur des dauphins roses. Nous quittons la Pampa pour retourner sur Urrenabaque. Là-bas, nous ne le savons pas encore, mais nos chemins vont se séparer. Avec Estelle, nous avons vraiment envie d'approfondir notre découverte de l'Amazonie. Nous avons appris qu'il est possible d'y faire des treks et avons vraiment envie de s'y essayer. Nous nous laissons 2 jours pour voir s'il est possible de s'organiser une telle expédition. Pendant ce temps-là, Maxime et Sylvain, pas du tout intéressés par l'expédition, décident de prendre un bus le soir même pour rejoindre La Paz. C'est un retour à la montagne pour eux. Pendant ces quelques jours d'organisation, nous regoutons à un semblant de sédentarisation à Urrenabaque.
Nous rencontrons également Ben, un Français ici depuis 3 ans qui connaît bien les lieux et qui réussit à nous inviter à l'anniversaire d'une petite communauté à 1 heure de barque d'ici. C'est une véritable chance que nous avons de pouvoir vivre ce type d'événement et de découvrir la culture d'une petite communauté comme celle-ci. C'est un plaisir de partager ce moment avec Ben, Yomar, notre guide de la Selva, et Mickey, potentiellement notre futur guide, qui a l'habitude d'organiser des événements en mode survie dans la forêt amazonienne. La fin de soirée ne va pas se passer comme prévu. Vers 4 heures du matin, alors que la plupart des gens avec qui nous étions venus dans la barque étaient fatigués, nous demandons à rentrer. Le conducteur de la barque refuse et souhaite continuer la soirée jusqu'au lendemain. Heureusement, nos amis guides ne manquent pas de ressources. Arrivés sur la plage, ils trouvent le moyen de démarrer un bateau et nous ramènent jusqu'à Rurrenabaque. Non sans inquiétude, le bateau à moitié immergé sous l'eau, sans lumière, nous sommes soulagés lorsque nous voyons enfin les lumières de Rurrenabaque. Bon Astal, on a Quoi survécu. Ouais. Cette nuit était un peu comme une aventure. Mais on a failli mourir. Après s'être remis de cet événement, nous finalisons l'organisation de notre expédition. Nous partirons avec 3 guides dans le centre du parc Madidi. Il s'agit d'un bon compromis entre la partie la plus sauvage que nous visions à la base et la zone où nous avions déjà été, qui est un peu plus touristique. Après une demi-heure de route au nord de Rurrenabaque, nous démarrons notre trek direction l'ouest, le long du ruisseau Maihe. Nous marchons devant avec Juan, notre guide, tandis que Willman, notre cuisinier, et Hugo, l'assistant au guide, marchent en retrait. Ils nous rattrapent le temps des pauses et pour le déjeuner. À 15 heures, nous devons nous arrêter pour établir notre premier campement. En effet, à partir de ce point, il nous faudrait au minimum 3 heures pour rejoindre le prochain point d'eau, élément vital pour établir le camp. Avec la nuit qui tombe à 18 heures, ce n'est pas raisonnable de continuer. Après une bonne douche un peu fraîche dans le ruisseau, le dîner est prêt. Riz, patates et charquet. De la viande sèche qui ne donne pas du tout envie et qui a le goût de son odeur nauséabonde. Le lendemain, nous nous levons en même temps que le soleil. Estelle a été malade toute la nuit. Le trek commence mal pour elle, surtout qu'aujourd'hui nous attend la journée la plus difficile. Nous allons devoir grimper et redescendre la montagne qui fait office de frontière naturelle du parc Madidi. Dans la Selva, Juan en profite pour nous expliquer comment sont utilisés les différents végétaux pour se soigner ou pour se nourrir. La nature nous offre encore de nouvelles choses à voir, avec par exemple ici des lianes aux formes ondulées très particulières. Au sol, nous tombons nez à nez avec un crapaud qui se camoufle parfaitement avec les feuilles sur le sol. Après plusieurs heures de marche, nous atteignons le sommet de la montagne. Il nous faudra plus de 2 heures pour redescendre l'autre versant jusqu'au prochain cours d'eau, la rivière Maïmona. La rivière est étroite et entourée d'une dense végétation d'arbres primaires et secondaires. Nous marchons le long de cette rivière, la traversant à plusieurs reprises grâce à nos superbes bottes en caoutchouc. C'est magnifique. Plus on avance et plus celle-ci s'élargit. Nous retrouvons des fourmis coupeuses de feuilles, les mêmes que nous avions déjà vues dans le parc Ambo. Nous continuons de marcher le long de la rivière pendant encore quelques heures, puis nous installons pour poser notre campement. On s'attelle à la construction de la structure principale et au nettoyage du camp. Ce soir, nous ne veillerons pas tard. La journée nous a épuisés, nous irons nous coucher à 19h30. Au réveil ce matin, c'est la mauvaise surprise.
Nous avons été visités cette nuit par des fourmis coupeuses de feuilles. Elles s'en sont attaquées à certaines de nos affaires, et mon sac notamment a vraiment pas été épargné. Heureusement, il est encore utilisable. Nous reprenons la marche en ce 3e jour d'expédition, toujours en suivant la rivière Maïmono. Nous tombons enfin sur nos premiers animaux sauvages, les singes araignées. Nous les observons aux jumelles. Ils sont l'emblème du parc Madidi. Afin d'attirer leur curiosité, notre guide imite leurs cris. La rivière que nous suivons s'est vue rejoindre un affluent. Elle est désormais plus large et a changé de nom. Il s'agit maintenant del Rio Colorado. Dans les parties sablonneuses qui l'entourent, nous ne tardons pas à voir des empreintes comme ici, celle d'un tapir qui est passé dans la journée, ou là, celle d'un jaguar. Nous le savons désormais, il y en a un qui rôde dans les parages. Cette nouvelle nous ravit et nous donne l'espoir de pouvoir peut-être en croiser plus tard. En attendant, nous continuons d'avancer sous un soleil de plomb. Il est fait plus de 30 degrés et on peine à trouver de l'ombre. Il va désormais falloir être prudent. Nous tombons régulièrement sur des sables mouvants qui nous surprennent et nous gênent dans notre avancée. Tandis qu'Estelle est morte de rire et me filme en train de galérer à me sortir du sable mouvant, celle-ci ne se rend pas compte qu'elle aussi s'est bloqué les bottes. Après de longues minutes de fou rire et de lutte, Juan arrive finalement à récupérer la botte. Oh, salvo. Juste après cette mésaventure, nous décidons d'installer notre camp de ce soir sur cette plage où nous venons de trouver des traces de jaguars. Comme chaque soir, nous commençons par construire la structure de notre abri. Nous utilisons principalement des bambous ou des arbres fins et longs, et des lianes ou des écorces souples en guise de cordes pour les lier. Par-dessus cette structure, nous rajoutons une bâche pour nous protéger. Dessous, nous dormons en toile de tente ou en moustiquaire. Nous devons d'ailleurs réparer la nôtre suite à l'attaque des fourmis de ce matin. Une fois le campement établi et la douche prise, c'est l'heure de manger. Ce soir, nous nous coucherons tôt, car cette nuit, une randonnée nocturne est prévue. Il est 2h50 lorsque le réveil sonne. Nous sommes tous excités de partir pour cette aventure nocturne et filons réveiller Juan. Celui-ci dort encore bien profondément. Ils ont picolé entre eux jusqu'à 23h et il nous faudra plus de 40 minutes pour enfin pouvoir quitter le campement. Équipés de nos frontales et de nos bâtons de randonnée, nous avançons dans la direction opposée à celle par laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. De ce côté, aucune trace. Nous ne comprenons pas pourquoi il est parti dans cette direction. En plus de cela, il parle fort de sujets qui ne nous intéressent pas du tout. Nous souhaitons juste du silence pour maximiser notre chance de pouvoir voir des animaux. Avec Estelle, nous bouillons intérieurement. Après presque 1 heure de marche, nous retournons au camp. Arrivés là-bas, nous décidons de partir dans la direction où nous avions vu des traces. Au bout de 15 minutes, Juan demande déjà à retourner au camp. Il va bientôt faire jour, ça ne sert à rien de continuer. Nous ne l'écoutons pas. Celui-ci continue malgré tout à nous suivre en traînant la patte. Nos derniers espoirs de voir des animaux cette nuit disparaissent en même temps que la pénombre. Tandis que le jour commence à se lever, les singes hurleurs se réveillent. Alors que nous rentrons au camp un peu déçus de cette soirée, nous tombons sur une trace de jaguar qui a marché dans une de nos empreintes. Cette nouvelle nous excite, il n'est vraiment pas passé loin de nous. Nous arrivons au camp après plus de 3 heures de marche. Il est 6 heures du matin, le jour est déjà bien levé. Après un bon petit déjeuner poisson-riz, nous reprenons la marche. Il fait toujours aussi chaud et humide aujourd'hui, et l'ombre est toujours aussi difficile à trouver. Les zones de sable mouvant deviennent de plus en plus fréquentes, il faut vraiment faire attention où l'on met les pieds. Ouais, par là ça le fait, ouais. Pour pallier à la surprise de se retrouver le pied dans le sable, il est impératif d'avancer en tâtant le sol. Comme tous les midis, nous nous habituons à manger du chivet, de la purée de manioc diluée avec de l'eau, afin de se nourrir et de se remplir le ventre.
Cet après-midi, c'est la première fois en 4 jours que le ciel se montre inquiétant. Malgré tout, nous échappons à la pluie, tandis que nous commençons à construire notre campement pour ce soir. À l'heure de la douche, je ne peux rester insensible à la beauté du paysage qui nous entoure. Il y a pire comme endroit pour se laver. De retour au camp, je crois apercevoir un chat noir au loin. Il s'agit en fait d'une théiera, un mammifère omnivore potentiellement dangereux pour les petits singes. Après un dîner riz piranha pêché par Willman, nous allons encore une fois nous coucher très tôt avec Estelle. Cette nuit, nous repartons à la recherche d'animaux sauvages, mais ce coup-ci, sans Juan. Malgré cette tentative silencieuse, nous n'observons rien cette nuit une fois encore. Le réveil se fait sous la pluie. Nous y avons échappé hier après-midi, nous n'y échapperons pas ce matin. Le déluge est de courte durée, et nous profitons de l'accalmie pour petit déjeuner. Du bon poisson dès le réveil. À peine repartis pour notre journée de marche que nous constatons rapidement que le niveau de l'eau est en train de monter. En à peine 15 minutes, l'eau a monté d'au moins 50 à 60 cm. C'est énorme. Le Rio Colorado que nous avions l'habitude de traverser pour avancer est devenu trop rapide et trop haut. C'est dangereux, nous sommes bloqués et ne pouvons plus avancer. Ça va, Guilou, pas trop mouillé? Non, ça va. Et toi avec tes bottes? Ah bah, elles sont rapides, hein. Ne pouvant plus continuer d'avancer par l'eau, nous décidons de couper à travers la forêt. À la recherche du jaguar perdu. Tin, 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 tin. Juan et Hugo ont sorti leurs machettes, obligés de dégager le passage par endroits afin que nous puissions avancer. Malgré le fait qu'on se soit enfoncé dans la forêt, un ruisseau formé par l'eau de pluie finit par nous bloquer le passage. Moi qui espérais sincèrement que notre passage n'ait aucun impact sur l'Amazonie. Je crois que c'est raté. Grâce à cet arbre, nous pourrons réussir malgré tout avec un petit peu d'équilibre à traverser le ruisseau. Cet obstacle surmonté, nous pouvons continuer d'avancer dans cette épaisse forêt. Nous ne tardons pas à quitter ces entrailles. Bientôt, nous retrouverons la rivière que nous longions précédemment. Celle-ci est toujours en crue. Nous allons devoir la traverser. Pas le choix, il faut qu'on avance. Le courant est plus puissant qu'avant et on ne voit plus où on met les pieds. Grâce à notre bâton de randonnée, on peut garder appui, repérer les rochers, repérer les sables mouvants et également se protéger des éventuels raies qui pourraient traîner au sol. Autant dire que celui-ci est très important pour nous. L'eau nous monte régulièrement au-dessus des genoux, mais par endroits, il faut redoubler de vigilance. Après chaque traversée, le même rituel. Avec la montée de l'eau, la marche d'aujourd'hui est bien plus éprouvante que les jours précédents. Nous continuons d'avancer jusqu'à atteindre une source d'eau non croupie, pouvant être utilisée pour cuisiner. Là, nous établirons notre campement, épuisé. Une fois installés, on en profite pour étendre tous nos vêtements trempés de la journée. Ce soir, c'est notre dernière nuit en campement sauvage. Demain, nous marcherons nos derniers kilomètres jusqu'à rejoindre le Rio Tuichi, où un bateau nous récupérera. Pour cette ultime nuit, nous nous réveillerons une fois encore avec Estelle à 2h30 du matin pour aller essayer de voir des animaux de nuit. Malheureusement, comme à notre habitude, nous ne verrons rien. Il est 10h du matin. Après une bonne heure de marche, nous venons d'arriver à l'embranchement du Rio Colorado avec le Rio Tuichi. C'est avec une grande fierté et une grande fatigue qu'on achève ces 6 jours de trek en Amazonie. Après une quarantaine de minutes d'attente, notre bateau arrive avec 2 personnes à son bord. Nous le chargeons et partons en route vers le refuge.
Pendant un peu plus d'une heure, nous remontons le Tucci. À l'avant du bateau, Obbiobbio se charge de contrôler la profondeur afin de guider le bateau. L'accès à cet écologe se mérite, et c'est après avoir remonté un ultime sentier que nous l'atteignons. Celui-ci est très sommaire. Une grosse cabane qui fait office de réfectoire et de cuisine, localisée juste à côté d'un lac. Un immense lac, où le ponton est super bien aménagé pour pouvoir en profiter. Nous ne nous faisons pas prier pour nous jeter à l'eau. Celle-ci est à température idéale. Cerise sur le gâteau, on va enfin pouvoir remanger des légumes. Quel plaisir! Après manger, un peu de repos au bord du lac. Qu'est-ce que ça fait du bien! Dans l'après-midi, on se motive tout de même à sortir promener un petit peu dans les environs. On est tellement détendu que j'en pars promener seulement avec mes tongs. Rapidement, nous avons la chance d'admirer des singes hurleurs. À notre vue, ils partent se cacher en haut d'un arbre. Tous, sauf un, qui reste tranquillement avachi dans son arbre sans se préoccuper de nous. Nous passons de longues minutes à l'observer silencieusement. Marchant activement le long de l'arbre, nous retrouvons nos amis les fourmis. Contrairement à la plupart des animaux, celle-ci arrive à se faufiler entre les épines présentes sur les racines de l'arbre, qui le protègent des éventuels prédateurs qui voudraient toucher à ses fruits. Nous sommes toujours autant impressionnés par la beauté, la taille et les caractéristiques des arbres qui composent cette forêt amazonienne. Même si au final, nous n'aurons pas vu énormément d'animaux, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas. La plupart sont juste très bien cachés. De retour au camp, Obbio a eu le temps d'installer notre hébergement de ce soir, une tente suspendue. Le coucher de soleil de ce soir est magnifique. Nous nous posons au bord du lac à observer la faune sauvage. Dans ce lac vivent de nombreux oiseaux, poissons et piranhas, mais également des loutres géantes. Il y a très peu de place sur Terre où nous pouvons en observer. Nous croisons les doigts pour pouvoir en voir. Ce coup-ci, la chance nous sourit. Alors que nous allions rentrer dîner, une loutre fait son apparition à une centaine de mètres. Elle se dresse hors de l'eau, nous observe, s'approche, ressort un peu plus loin, puis finit par disparaître. Un moment magique pour nous que nous avons voulu apprécier et que nous n'avons pas filmé. Après un bon dîner et même une bouteille de rouge, nous allons nous coucher. Cette nuit, nous ne nous réveillerons pas pour aller chercher les animaux. C'est repos. Ce matin, balade en barque sur le lac. Quel bonheur et quel calme d'avancer sans le bruit d'un moteur, au rythme de la pagaie. Soudain, nous observons au loin des silhouettes. Des loutres, un groupe de loutres même. Nous sortons les jumelles pour les observer. Nous sommes vraiment ravis d'en voir. Elles sont impressionnantes. Intimidation ou salutation, elles sortent de l'eau en faisant des petits cris bien particuliers. Après ce spectacle de plusieurs minutes, les loutres finissent par plonger et disparaître sous la surface de l'eau. Le calme du lieu est hyper relaxant. Nos guides profitent de ce moment pour s'adonner à une partie de pêche pour le repas de ce midi. Et voilà un beau piranhade capturé. On retourne vers le lodge, histoire de se baigner un peu avant de quitter les lieux cet après-midi. Le temps pour nous d'avoir une grosse pensée pour Sylvain et Maxime qui, en même temps que nous nous relaxons, sont en train de faire un sommet à plus de 6000 mètres d'altitude. Là, il y en a peut-être. Non, de descendre. De monter ou descendre, on sait pas, mais en tout cas. Nous aussi, on est dans un dur travail, de labeur en ce moment. Franchement, là, on galère de ouf. Ouais, c'est dur ici. Voilà, vraiment. on pense fort à vous, en tout cas. À demain. Gros bisous. Et voilà, après une semaine en Amazonie, cette extraordinaire aventure s'achève. Une chose est sûre, on s'en rappellera. Ce trajet en bateau est le moment pour nous de profiter une dernière fois de ce magnifique paysage qui nous entoure.
On a vraiment de la chance d'être ici. On en profite également pour prendre des forces avant les 13 heures de bus qui nous attendent ce soir. Le paysage ne nous est pas inconnu tandis que nous nous rapprochons de Rurienabake. Et malgré l'état du bateau qui prend l'eau, nous arriverons finalement à Rurienabake après 4 heures de navigation. Retour pour nous à la civilisation. Nous quittons Rurienabake, ville de 13 000 habitants, à 200 mètres d'altitude, pour rejoindre, après 13 heures de bus, La Paz, 800 000 habitants, à 3 600 mètres d'altitude. C'est l'heure pour nous de retrouver Sylvain et Maxime. On profite d'un petit déjeuner au sommet de notre hôtel pour se raconter nos aventures. Pendant que nous sommes restés en Amazonie avec Estelle, Sylvain et Maxime sont loin de s'être tournés les pouces. Après avoir visité La Paz, ils ont rapidement quitté les lieux pour aller vivre une expérience extraordinaire à 4400 mètres d'altitude chez une famille bolivienne. Là-bas, ils ont pu découvrir des us et coutumes vraiment typiques, tels que ramener les alpagas du troupeau familial à la maison le soir, ou encore apprendre à faire sa propre farine et les techniques de tissage traditionnelles. L'endroit est également idéal pour faire des treks à haute altitude et s'entraîner un peu. En effet, Sylvain et Maxime ont un objectif en tête. Dans quelques jours, ils vont monter l'Ayona Potosi, à plus de 6000 mètres d'altitude. Pendant qu'avec Estelle, nous nous relaxions dans le lac après notre trek de 6 jours, Sylvain et Maxime, eux, entamaient leur ascension. Après un début d'ascension le premier jour et un entraînement à l'utilisation des pioliers sur un mur de glace, les voilà prêts à monter le fameux sommet. Aujourd'hui, l'objectif est de rejoindre le refuge à 5130 mètres d'altitude et de se coucher tôt. Car demain, enfin plutôt, cette nuit, il va falloir grimper jusqu'au sommet. Réveil à 23h30. La nuit a été courte. À minuit et demi, c'est parti. Ils attaquent le flanc ouest du sommet en passant par le glacier. Les effets du manque d'oxygène se font beaucoup ressentir à cette altitude. Maux de tête, difficulté à respirer. L'ascension n'est vraiment pas facile. Encordés, ils doivent sauter des crevasses de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, puis finissent par arriver face à un mur de glace qu'il faut gravir. Contrairement à la majorité du groupe avec lequel ils sont partis, Sylvain et Maxime arriveront à atteindre le sommet vers 6 heures du matin. Un exploit. Ce n'est pas tous les jours qu'on atteint les 6088 mètres d'altitude. Nos aventures respectives racontées, on part à notre tour découvrir La Paz. Et on commence avec la rue des Sorcières, où l'on peut acheter des fœtus de lama, porte-bonheur à enterrer dans les fondations lorsque l'on construit une nouvelle maison. La Paz, c'est aussi un mélange architectural, comme ici sur la Plaza Morillo, où des immeubles côtoient des palais et la cathédrale de style néoclassique. Le point de vue le plus impressionnant pour découvrir La Paz se trouve dans les hauteurs. Et pour ça, rien de mieux que de prendre le téléphérique. De là-haut, on se rend vraiment compte de l'immensité de La Paz et de ses 700 000 habitants. Difficile de croire qu'on est à 3600 mètres d'altitude. Sur les hauteurs qui entourent La Paz se trouve El Alto. À L2, les villes contiennent plus de 2 millions d'habitants. Grâce à cette prise de hauteur, on découvre plein de coins insolites, de quartiers colorés et également des cimetières assez incroyables. Disons que ça fait contraste entre La Paz et l'Amazonie que nous venons de quitter. Après cette belle journée tous les quatre, demain, nous reséparons les groupes. Avec Estelle, nous avons vraiment envie de faire la vallée de la mort à vélo, chose que les garçons ont fait au début que nous étions en Amazonie. Après un départ tôt de La Paz et plus d'une heure de route, nous arrivons au sommet de la Cumbre Altura, à 4470 mètres d'altitude. Après une distribution des vélos et des équipements, nous sommes prêts pour attaquer la route de la mort. Reliant La Paz à l'Amazonie, cette route a pendant longtemps été le seul point d'accès entre ces deux lieux. Aujourd'hui, une nouvelle route beaucoup plus sécurisée a été mise en place. Elle remplace l'ancienne route de la mort que nous allons emprunter. Pour commencer, nous nous faisons la main sur la partie goudronnée, puis sur une partie légèrement graveleuse. Après un petit contrôle des vélos, nous commençons les choses sérieuses. On plonge vraiment sur la route de la mort, la piste caillouteuse et tortueuse qui évolue à flanc de précipice, au cœur de la fantastique forêt des nuages des Yungas. Un parcours noyé dans une végétation exubérante, jalonné de chutes d'eau qui ravinent la piste. Jalonné de croix aussi, souvenir de ceux, nombreux,
qui ont basculé dans le vide quand la route de la mort était encore la seule voie d'accès remontant de Coroico. Lorsque Sylvain et Maxime sont descendus par la route de la mort il y a quelques jours, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment eu la même chance que nous niveau météo. En tout cas aujourd'hui pour nous, c'est une régalade. Les 80 km de descente jusqu'à Yolosa sont passés à une vitesse folle. Et à quelques kilomètres de notre destination, on a la chance de tomber sur une cérémonie. On peut dire que c'est une arrivée en fanfare. Après cette très bonne journée et un retour sur La Paz, c'est l'heure maintenant pour nous de partir pour notre ultime étape, le lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde. Au bout de 3 heures de route, nous ne sommes pas arrivés mais tout le monde doit descendre. Le bus est chargé sur un bac pour traverser un bras du lac qui nous sépare de l'autre partie du continent. Une fois le bus arrivé sur la même rive que nous remontons dedans et terminons le trajet jusqu'à Copacabana. À 1 heure de route, où nous arriverons à la tombée de la nuit. Après une bonne nuit de sommeil, on ne peut s'empêcher d'avoir une impression de bord de mer lorsque l'on constate la vue depuis la fenêtre de l'hôtel. Ce matin, après 2 heures de bateau, nous rejoignons l'Isla del Sol, une île en plein milieu du lac Titicaca. Équipés de nos petits sacs de randonnée, nous partons marcher pour la journée. Ce soir, nous dormirons sur place et ne quitterons cette petite île que demain. Au nord de l'île, nous tombons sur les ruines de Pilcocaïna, des vestiges issus de la civilisation inca. Autrefois, l'île était cultivée et beaucoup de familles vivaient ici. Du petit sommet situé juste à côté, nous obtenons une vue incroyable sur le lac Titicaca. Celui-ci semble infini. De l'autre côté, une bonne partie de l'île ainsi que les ruines que nous venons de visiter précédemment s'offrent à nous. La randonnée se poursuit jusqu'à la communauté Yumani, tout au sud de l'île. Il est 17h quand on y arrive et c'est l'heure pour nous maintenant de trouver un hôtel. Celui qu'on finit par trouver après moult péripéties a une superbe vue sur le lac. Pour finir la journée, rien de tel qu'un petit apéro, une partie de jams et une vue magnifique sur un coucher de soleil. Le lendemain matin, nous partons voir des ruines incas un peu plus au sud. Celle-ci ressemble à une grosse bastide qui fait face au lac. Malheureusement, sans explication détaillée, le lieu apporte peu d'intérêt. Face à elle, plusieurs hauts sommets, et notamment l'Ayona Potosi, grimpé par Sylvain et Maxime. Nous rejoignons ensuite les quais de Yumani, et, après observation d'un bateau atypique en paille, nous prenons le bateau pour rentrer à Copacabana. De par sa proximité avec le lac Titicaca, Copacabana est une charmante petite ville portuaire de 6000 habitants à 3800 mètres d'altitude. Depuis le Cerro Calvario, une colline en panne de sucre qui domine Copacabana, nous pouvons bien observer toute son étendue. Le sommet prend un air de temple au grand air avec ses tables cérémonielles, sa chapelle, ses marchands et ses rituels d'inspiration mi-andine, mi-chrétienne. Lors des fêtes, au sommet du très sacré Calvario, des stands vendent des maquettes de maisons, de boutiques, de garages et de voitures, autant de manifestations de prières bien matérialistes. En centre-ville, nous en profitons pour visiter la cathédrale. Tous les jours, de nombreuses personnes affluent ici pour y faire baptiser leurs véhicules. C'est sûrement pour cela que celle-ci a une taille démesurée par rapport à la taille de la ville. L'aventure pour nous en Bolivie s'achève bientôt. Ce soir, nous vivons nos derniers moments. Pour le fun, au moment du coucher de soleil, nous avons décidé de tester une roue gonflable type cage à hamster. En bref, et comme à notre habitude, on profite de chaque instant et on s'éclate à fond. Ce soir, c'est notre dernière soirée en Bolivie pour tous les 4. Demain, Sylvain, Estelle et Maxime rejoindront l'autre côté du lac Titicaca, côté Pérou. Quant à moi, il est l'heure de prendre un bus direction La Paz. De là-bas, un avion m'attendra pour rentrer en France. Après avoir survolé l'immensité des villes d'El Alto et La Paz, nous survolons la majestueuse Cordillère Royale des Andes. L'image de fin qui marquera la fin de notre voyage en Bolivie.